Je me souviens du goût du métal froid contre ma langue, ce revolver hérité de grand-père, chargé d'une seule balle que j'ai pressée contre mon palais comme un baiser d'adieu. Le sang a giclé sur les murs crème de mon appartement haussmannien, éclaboussant les photos de famille où ma sœur Élise et moi posions, insouciantes, devant Notre-Dame avant l'incendie. J'ai tiré à 3 heures du matin, le 15 juin 2024, après avoir découvert que mon condo de la Côte d'Azur, mon unique refuge, mon legs secret au trésor public pour financer des bourses d'études pour les enfants des banlieues avait été vendu par elle, ma propre chair et sang, avec une signature falsifiée qui puait le désespoir et la cupidité. Et maintenant, alors que l'écho de la détonation résonne encore dans mes tympans fantômes, je sens l'air frais du matin du 1er janvier 2020 me caresser le visage. Mes yeux s'ouvrent sur le plafond fissuré de mon ancien studio à Montmartre, et je hurle, car je suis revenu. 30 ans, vivante, dans ce corps qui n'a pas encore été trahi. C'était censé être une nouvelle année, une renaissance innocente, mais pour moi, c'était le retour d'une damnée. Je me redresse d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. Mes mains tremblent en palpant mon visage lisse, sans les rides creusées par les nuits blanches à signer des contrats pour Élise, cette vipère que j'ai toujours couvée comme une mère. Claire, ma chérie, tu es si forte, me disait-elle, les yeux larmoyants, quand elle me suppliait d'endosser ses dettes de jeu au casino de Deauville. Et moi, idiote, j'ai tout accepté, les prêts, les cautions, les mensonges à nos parents décédés trop tôt dans un accident de TGV. Mais ce condo. Ah, ce condo était mon secret inavouable, un trésor enfoui. Hérité d'un oncle excentrique, un archéologue qui l'avait légué non pas à la famille, mais directement au Trésor français, avec une clause, il ne pourrait être vendu qu'après ma mort, les fonds reversés à des causes sociales. Élise l'ignorait, elle croyait que c'était à mon nom personnel, un bien que j'avais oublié de lui mentionner lors de nos disputes avinées aux zincs du Procope. Je bondis du lit, pieds nus sur le parquet craquant, et cours à la fenêtre. Paris s'étend sous une neige rare, les toits de zinc scintillant comme des lames prêtes à trancher. 2020, avant la pandémie, avant les confinements qui m'avaient isolé, avant qu'Élise ne forge mon nom sur l'acte de vente pour rembourser ses créanciers mafieux italiens infiltrés dans les cercles parisiens. Dans ma vie précédente, j'avais tout découvert trop tard, l'agent immobilier m'appelant pour confirmer la transaction, les fonds disparus, mon compte à sec. J'avais rampé jusqu'à la Seine, imaginant me noyer dans ces eaux troubles, mais non, j'avais choisi le revolver, ce geste théâtral, presque hugolien dans sa fureur. Et Élise ? Elle avait hérité de tout mes économies, mes bijoux, même mon chat, ce traître qui ronronnait sur ses genoux pendant qu'elle feignait le deuil à mon enterrement. Mais cette fois, non. Cette fois, je suis le fantôme qui hante. Je m'habille à la hâte Jean Slim, pull en cachemire volé à une ex, et ce manteau rouge qui me donne l'air d'une furie sortie des pages de Les Misérables. Je dois vérifier, confirmer que c'est réel. Mon téléphone, un vieux Nokia brique, pré-smartphone vibre avec un message d'Élise, joyeux Noël en retard, Serette. On se voit au Louvre pour le vernissage ce soir ? Bisous. Son ton léger, comme si elle n'allait pas, 5 ans plus tard, me poignarder dans le dos. Je réponds d'un pouce rageur, oui, avec plaisir. J'ai une surprise pour toi. La surprise. Oh, elle sera monumentale. Je descends les escaliers étroits de la butte, l'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et de crottes de chien. Montmartre en 2020 est encore ce village bohème, avant que les influenceurs ne le transforment en Disneyland. Au café des Deux Moulins, je commande un café noir, serré comme ma vengeance naissante. Assise à une table en terrasse, je sors un carnet, un Moleskine usé, vestige de mes jours d'écrivaine ratée et je commence à lister. Les trahisons passées, 1. L'affaire du testament de maman, où Élise a convaincu le notaire que j'étais instable pour empocher la maison de Normandie. 2. Ses amants successifs, des escrocs qu'elle me collait pour me caser, finissant par me ruiner via des investissements foireux en crypto-monnaie. 3. Le condo, le clou final, vendu 2 millions d'euros à un promoteur vérolié à la Camorra, qui l'a rasé pour un hôtel de luxe. Et le pire, elle avait pleuré à mon procès posthume imaginaire, feignant l'innocence, mais j'avais vu les relevés bancaires dans l'au-delà de mes souvenirs. Mon plan germe comme une vigne sauvage dans le Luberon. Pas de violence brute, je ne suis pas une Zola des bas-fonds mais une symphonie de manipulation, digne d'un Molière vengeur. D'abord, infiltrer sa vie plus profondément. Élise est déjà mannequin freelance, vivant de fait dans le 16e arrondissement, endettée jusqu'au cou auprès de prêteurs usuriers. Dans ma vie antérieure, je l'ai sauvée 3 fois, cette fois, je la noierai dans ses propres dettes. Je contacterai son agent, un certain Laurent, que j'ai connu à un serpent glissant.
Lui proposer un investissement fictif pour la lancer dans le cinéma. Mais avec une clause, elle signe des papiers liant son avenir au condo, qu'elle croitient via une procuration bidon que je forgerai en miroir de sa trahison. Le soir tombe, et je marche vers le Louvre, la scène miroitant sous les réverbères comme un serpent endormi. Élise m'attend devant la pyramide, moulée dans une robe noire Balenciaga, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de mensonges. Claire. Tu as maigri, ma pauvre. Le stress du boulot? Elle m'embrasse, ses lèvres glossées effleurant ma joue, et je sens le poison de sa proximité. Nous entrons, le vernissage bourdonne de critiques snobs et d'héritiers oisifs. Parmi les tableaux de Monet, elle me confie ses soucis, j'ai un créancier qui me harcèle, un Italien du nom de Marco. Il veut du cash, ou pire. Parfait. Laisse-moi t'aider, dis-je, les yeux brillants. J'ai un bien à vendre, un condo sur la côte. On peut en tirer de quoi te renflouer. Ses yeux s'illuminent, la graine est plantée. La nuit se poursuit dans un bar clandestin du Marais, où le vin coule comme les larmes que j'ai versées. Elle signe un contrat préliminaire sur mon iPad, une procuration inversée, la liant légalement à l'acte futur. Je l'ai rédigé en secret, utilisant mes connaissances d'avocate junior acquises dans l'après-vie. C'est pour ton bien, Serette, murmure-t-elle en signant, ignorant que c'est le début de sa chute. Tandis qu'elle rit avec un bellâtre, je sors mon téléphone et appelle discrètement le Trésor. Bonjour, Madame Duval à l'appareil. Concernant le bien immobilier enregistré sous clause publique. L'employé confirme, intact, protégé. Mon arme est chargée. Les jours suivants sont un tourbillon. Je m'installe chez elle, prétextant une crise professionnelle, mon job de rédactrice pour Le Monde est en péril. Elle accepte, ravie de la compagnie, ignorant que je fouille ses tiroirs la nuit. Preuve, relevé de casino, message codé à Marco, un collier volé à une rivale pour payer une dette. Chaque découverte attise le feu. Je commence à distiller le poison, je prête de l'argent à Élise, via des virements tracés, la poussant à dépenser plus. Achetons ce sac Hermès, pour te remonter le moral. Elle mord à l'hameçon, et les dettes gonflent comme la Garonne en crue. Un mois passe, et le piège se resserre. Élise, impatiente, me presse pour la vente du condo. Signe les papiers, Claire. C'est à nous deux, non? Je feins l'hésitation, puis cède, d'accord, mais tu t'occupes de tout. Je te fais confiance. La procuration qu'elle signe est un chef-d'œuvre où elle autorise toute transaction en mon nom, mais avec une clause cachée renvoyant au trésor. Marco, averti par elle, débarque un soir, un colosse tatoué sentant le tabac froid. La vente, maintenant, ou je casse tout. Élise tremble, je souris intérieurement. La roue tourne. Les ombres s'allongent dans l'appartement haussmannien d'Élise, au cœur du 8e arrondissement, où les lustres en cristal projettent des reflets comme des dagues. Marco est parti, promettant le chaos si l'argent ne tombe pas d'ici une semaine. Élise s'effondre sur le canapé en velours, un verre de chablis à la main, ses ongles griffant le tissu. Claire, qu'allons-nous faire? Ce condo. C'est notre seule chance. Je m'assois à ses côtés, posant une main fraternelle sur son épaule, un geste qui, dans ma mémoire, précédait toujours sa trahison. Calme-toi. J'ai contacté un notaire discret. Demain, on signe l'acte préliminaire. Mensonge, bien sûr. Le notaire est un ami fictif, une adresse email jetable menant à un piège numérique que j'ai codé moi-même, inspiré des tutoriels sombres du dark web que j'ai exploré dans ma vie brisée. Cette renaissance m'a doté d'un don pervers, une mémoire eidétique des erreurs passées, et une intuition aiguisée comme une lame de guillotine. Je sais que Marco n'est pas un simple racketteur, il est lié à un réseau de blanchiment via des propriétés azuréennes, un écho des scandales immobiliers qui ont secoué Nice en 2018. Dans l'après-vie, j'avais lu les articles du Figaro sur son arrestation, trop tard pour moi. Cette fois, je le livrerai sur un plateau. Mais Élise. Elle est le pivot, la marionnette que je tire par les fils. Le lendemain, nous nous rendons à un bureau notarial bidon, un café anonyme près de la place Vendôme. Je lui tends les documents, signe ici, pour la procuration pleine. Ses yeux, voilés par le désespoir, balaient les lignes fines. Elle ne voit pas la clause fatale, toute transaction sur le condo active une alerte automatique au trésor, gelant les fonds et déclenchant une enquête pour fraude. Tu es un ange, Claire, soupire-t-elle en apposant son paraphe, ce même geste qu'elle avait accompli en secret pour me voler, 5 ans plus tard. Nous rentrons, et je la berce dans une étreinte factice,
sentant son parfum Chanel noyer l'odeur de sa peur. La nuit, seul dans la chambre d'amis, je compose un email anonyme à la brigade financière, soupçon de falsification immobilière impliquant Élise Duval et Marco Rossi. Pièces jointes suivent. J'attache les scans des signatures aux siennes, bien sûr, irréfutables. Le verre est dans le fruit. Les jours suivants sont un balai de tension. Élise, gonflée d'espoirs fallacieux, dépense follement, un week-end à Cannes, des cocktails au Buda Bar, des dessous la perla pour séduire un producteur bidon que j'invente pour la distraire. Imagine, Claire, si je décroche ce rôle dans le film de Luc Besson. Tout ça grâce à toi. Je ris, un rire qui sonne comme un glas. Intérieurement, je compile le dossier, photos volées de ses rendez-vous avec Marco, enregistrement discret de leurs appels où elle promet le magot du condo. J'utilise une app de cryptage, souvenir de mes nuits paranoïaques post-pandémie. Et moi? Je joue la sœur dévouée, cuisinant des coques au vin parfait, écoutant ses confessions larmoyantes sur notre enfance au papa alcoolique, maman dépressive, ces Noëls solitaires à Lyon où nous nous serrions dans un lit froid. Mais la faille apparaît vite. Un soir, alors qu'elle dort sous sédatifs que j'ai dosés avec précision, rien de létal, juste assez pour fouiller, je trouve une lettre, une demande de divorce d'un mari éphémère, un banquier ruiné par ses dettes. Élise, tu me détruis, y lit-on. Était-ce ça, le secret enfoui? Pas seulement la cupidité, mais une vie en miettes qu'elle masquait par la trahison? Un instant, la vengeance vacille, suis-je en train de devenir elle? Non. Le souvenir du revolver me ramène, elle m'a tué, non par balle, mais par encre falsifiée. Je scelle la lettre dans mon dossier. Le climax de cette phase éclate le vendredi. Marco surgit, flanqué de 2 gorilles, dans l'appartement. Où est l'argent, salope, hurle-t-il, renversant une lampe Ming. Élise sanglote, je me dresse, feignant la terreur. Les papiers sont en cours. Le notaire. Il me gifle, un revers qui fait saigner ma lèvre aux douleurs réelles, rappel tangible de ma mortalité nouvelle. Mais sous la table, mon téléphone enregistre tout, géolocalisé. Donnez-moi 48 heures, plaide Élise, et il part, promettant l'enfer. Nous pleurons ensemble, et pour la première fois, je sens une fissure en elle, Claire, si on perd tout. Qu'adviendra-t-il de nous? Je la serre, murmurant, rien ne nous séparera, jamais. Mensonge pieux. Samedi, l'alerte se déclenche. Mon email au trésor apporté, un inspecteur appelle Élise, prétextant une vérification administrative sur le condo. Madame, le bien est sous séquestre public. Toute tentative de vente déclenchera une enquête. Elle blêmit, raccroche, et se tourne vers moi, c'est impossible. Tu m'avais dit. Sa voix chevrotte, soupçon naissant. Je hausse les épaules, peut-être une erreur de mon oncle. Mais on trouvera une solution. Intérieurement, triomphe, les flics sont en route, alertés par ma taupe anonyme. La tension monte en crescendo. Élise, désespérée, contacte Marco pour temporiser, mais il sent le piège et menace de la rebalancer aux autorités. Elle craque, avoue tout, ses dettes de jeu, l'amant qui l'a quittée, le besoin viscéral de recommencer à zéro. J'ai toujours été jalouse de toi, Claire. Ta force, ton indépendance. Aveu déchirant, mais trop tardif. Je feins la compassion, tout en envoyant la localisation GPS de Marco à la PJ aux pièces maîtresses pour son arrestation imminente. Dimanche, la police frappe à la porte. Pas pour le condo, encore, mais pour une perquisition mineure sur des soupçons de recel, le collier volé. Élise est emmenée pour questioning, je reste, choqué. Dans le silence, je ris un rire baudelairien, empoisonné de spleen. Le plan avance, demain, l'enquête s'élargira au condo, révélant sa signature falsifiée sur les papiers que j'ai perdus. Elle paiera, non par la mort, mais par la prison, cette cage dorée des élites françaises. La cellule de garde à vue du commissariat du 8e pue le café rance et la sueur froide des suspects. Élise en sort après 8 heures, les yeux rougis, escortée par un avocat que j'ai engagé, un jeune loup affamé, payé pour la défendre mollement. C'était une erreur, Claire. Juste un collier pour payer une facture. Elle s'accroche à moi dans le taxi qui nous ramène, son corps frêle tremblant comme une feuille d'automne sur le boulevard Haussmann. Je la console, caressant ses cheveux, mais mon esprit bouillonne, c'est le début de l'effondrement, la première fissure dans sa façade de déesse déchue. La police a mordu à l'appât, demain, l'enquête sur le condo explosera comme une bombe à retardement,
activé par ma manipulation experte des clauses fiscales. Nous rentrons dans un appartement sens dessus-dessous au tiroir vidé, tableau décroché, comme si les fantômes de nos ancêtres huguenots étaient venus hanter. Élise s'effondre sur le lit, avalant des cachets avec du vin rouge. Tout est ma faute. Si papa était là. Elle divague, évoquant notre enfance dans cette petite maison de banlieue lyonnaise, où j'étais l'aînée studieuse, elle la rebelle aux jupes courtes. Je m'assois près d'elle, écoutant, tissant le fil de la culpabilité. Raconte-moi tout, Élise. Peut-être qu'ensemble, on peut réparer. Et elle craque, l'amant banquier qui l'a ruinée en la convainquant d'investir dans des paradis fiscaux panaméens, les nuits au casino où elle perdait des fortunes pour combler le vide, la jalousie viscérale envers mon haut succès le modeste, ma vie rangée sans homme, sans enfant, mais avec cette indépendance qu'elle enviait. Le condo. Je l'ai vu comme une issue, un moyen de te sauver aussi, en nous sauvant toutes les deux. Ces mots me transpercent un écho de ma propre naïveté passée. Dans l'après-vie, j'avais fantasmé sa pure malveillance, une Iago en talons aiguilles. Mais ici, elle est humaine, brisée, une Antigone moderne piégée par ses passions. Pourtant, la rage persiste, elle m'a tué. Le revolver, le sang, l'oubli. Je détourne le regard, fixant la tour Eiffel par la fenêtre, scintillant comme un phare trompeur. Dors, ma chérie. Demain, on affronte. La nuit est agitée. Je ne dors pas, je planifie. Mon prochain coup, impliquer la presse. Un leak anonyme à Mediapart, détaillant les liens d'Élise avec Marco et son réseau. J'écris l'article fictif, l'enrichissant de détails croustillants en rendez-vous secret à l'hôtel de Crillon, transfert d'argent via des comptes offshore. Une mannequin parisienne au cœur d'un scandale immobilier, le titre claque comme un fouet. À l'aube, j'envoie. Les premières retombées, un appel d'un journaliste, que j'oriente subtilement vers le trésor. Le lundi est un ouragan. L'inspecteur revient, cette fois avec un mandat pour perquisition approfondie. Madame Duval, nous avons des preuves de tentative de fraude sur un bien séquestré. Élise pâlit, niant tout, c'était une erreur administrative. Mais les signatures qu'elle a apposées aux les miennes, falsifiées dans mon piège miroir sont là, irréfutables. Il l'embarque à nouveau, et je suis convoqué comme témoin. Au commissariat, je joue la sœur éplorée, elle était désespérée, mais jamais je n'aurais imaginé. Les flics hochent la tête, notant mes révélations sur Marco. En sortant, je croise le regard d'Élise à travers la vitre, accusation muette, brisée. La presse explose l'après-midi. Le Monde titre, scandale immobilier, une sœur trahie par sa propre famille. J'ai fuité juste assez pour me victimiser. Les appels affluent, amis communs, ex-collègues, même notre cousine de Provence qui me console par SMS. Élise est suspendue de son agence, son téléphone bloqué. Elle rentre le soir, défaite, et nous confrontons. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Ces papiers. Il sentait le piège. Sa voix monte en crescendo, théâtrale comme une scène de Racine. Je nie, larmes aux yeux, comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait. La dispute dégénère vers brisé, accusations volent comme des couteaux. Elle avoue enfin, dans un accès de rage, elle révèle avoir déjà tenté de falsifier un document mineur pour moi, des années avant, pour un prêt étudiant. Je voulais t'aider, mais ça a mal tourné. Le choc me fige. Un secret enfoui, elle m'avait déjà trahi, petite échelle, et j'avais pardonné sans savoir. La boucle se ferme, et ma vengeance prend une teinte aigre. Est-ce le cycle familial, cette malédiction des Duval, transmise comme un vin gâté? Non. Je durcis, tu paieras pour tout, Élise. Elle rit, amère, comme si tu étais innocente. Ton condo secret au trésor? Un legs altruiste, ou une façon de nous priver, moi et la famille. Première fissure dans mon armure, ou était-ce vraiment pour les enfants des banlieues, ou pour me venger d'elle en avance? Les jours suivants sont un lent empoisonnement. Marco est arrêté dans un raid spectaculaire à Nice, les journaux s'emparent de l'affaire, réseau mafieux démantelé grâce à une dénonciation anonyme. Élise est inculpée pour faux et usage de faux, assignée à résidence. Je la visite en le soutien, mais chaque mot est une aiguille. Ses amis la lâchent, son agent la vire. Elle maigrit, ses yeux s'enfoncent comme ceux d'une héroïne de Balzac. Une nuit, elle tente le suicide pilule dans le thé. Je la sauve, appelant les urgences, et dans l'hôpital, sous les néons blafards, elle murmure, « Pourquoi me hais-tu tant, Claire ?»
Je ne réponds pas. La haine? C'est l'amour perverti, la sororité empoisonnée par la France éternelle, terre de passion fratricide. Pourtant, un doute s'insinue. En fouillant ses affaires, je trouve des lettres à maman. Élise l'avait protégée d'un scandale, couvrant les dettes de papa. Un bien pour un mal? La morale française, grise comme la pluie de novembre, me nargue. Mais le plan suit son cours, le procès approche, et ma témoignage sera la lame finale. Le palais de justice de Paris, cette forteresse néoclassique rue de la Cité, exhale l'odeur millénaire de la justice française, cire d'abeille, papier jauni et sueur d'accusé. Le 15 mai 2020, ironie du sort, 5 ans avant ma mort originelle, Élise comparaît pour fraude immobilière aggravée. La salle d'audience est bondée, journaliste du Canard enchaîné, badaud snob, et moi, au premier rang, le visage masqué d'un foulard Dior, feignant la douleur. Le juge, un homme sec comme un crottin de Balzac, martèle son marteau, accusé, vous avez falsifié la signature de votre sœur pour aliéner un bien séquestré au trésor public. Plaidez-vous coupable? Élise, en tailleur Chanel froissé, baisse la tête, oui, monsieur le président. Mais c'était pour nous sauver. Le procès est un théâtre absurde, un procès kafkaïen matiné de Germinal. L'avocat général, un procureur zélé aux lunettes cerclées d'or, déroule les preuves, les documents scannés, les virements à Marco, les enregistrements que j'ai fournis anonymement. Une trahison fratricide, motivée par l'avidité, au cœur de la capitale de la lumière, tonne-t-il, et la galerie murmure, titillant le voyeurisme français pour les chutes des élites. L'avocat d'Élise, ce pantin que j'ai choisi, plaide la détresse psychologique, dette, dépression, enfance dysfonctionnelle. Ma cliente est une victime du système, pas une criminelle. Des larmes coulent, le public compatit vaguement. Puis vient mon tour, témoin clé, la sœur bafouée. Je monte à la barre, le cœur battant d'un rythme wagnérien. Votre honneur, Élise est ma seule famille. J'ai tout donné pour elle au montant, mon argent, ma confiance. Ma voix tremble, calculée pour les faits. Je détaille les prêts fictifs, les nuits de soutien, omettant mes manipulations. Le condo n'était pas à vendre, il était un legs pour l'avenir des démunis, une clause donc que j'honorais. Le mensonge glisse comme du foie gras, le juge hoche la tête. Élise me fixe, yeux implorants, trahison dans le regard, miroir de la mienne. La contre-interrogation est brutale. L'avocat d'Élise me piège, n'avez-vous pas encouragé la transaction, Madame Duval? Ces textos où vous parlez de vendre vite. J'ai anticipé, je fonds en larmes, j'étais naïve. Elle m'a manipulé, comme toujours. Le jury ces bourgeois parisiens penche. Mais voici le moment controversé, ma décision grise, je produis une preuve supplémentaire, un faux email où Élise avoue avoir planifié de me ruiner pour hériter seule. Forgé avec un logiciel bas de gamme, mais crédible. Le procureur s'en empare, Élise hurle, mensonge. Claire, comment peux-tu? Le juge suspend l'audience, chaos. Dehors, la presse me traque, la sœur vengeresse parle. J'accorde une interview laconique à France Inter, dépeignant Élise comme une toxique chronique. Les réseaux s'enflamment, sœur traîtresse tendance, avec des mèmes hugoliens. Mais intérieurement, le doute ronge, est-ce justice, ou vengeance sadique? En rentrant, je croise Marco en menottes à la télé, son réseau s'effondre, des arrestations en cascade. Élise paie pour lui, pour elle, pour moi. La nuit du verdict, je veille seul. Flashback, notre adolescence, vol de rouge à lèvres partagées, nos voyages à Avignon, rire sous les remparts. Était-elle vraiment monstrueuse, ou moi la catalyseuse? Le lendemain, le jugement tombe, 5 ans de prison ferme, avec sursis partiel pour aux circonstances atténuantes. Élise s'effondre, hurlant mon nom comme une malédiction. Je ne la regarde pas partir, je sors, air triomphant, mais le cœur creux. Les semaines post-procès sont un vide baudelairien. Paris m'étouffe, je fuis à la Côte d'Azur, dans le condo intact maintenant mien, libéré par le trésor après l'affaire. Les vagues de Nice claquent comme des applaudissements moqueurs. Je vends légalement, reversant les fonds à des associations, mais l'argent personnel me brûle, 500 000 € pour recommencer. Une nouvelle vie? Un amant? Non, la vengeance m'a vidé, me laissant une coquille. Pourtant, une lettre arrive, d'Élise, de Fresnes. Tu as gagné, Claire. Mais sais-tu? Le vrai secret, c'est que le condo. Papa l'avait volé à un ami juif pendant la guerre. Oncle l'a racheté, mais c'était souillé.
Je voulais le vendre pour réparer, anonymement. Toi, tu l'as gardé pour ton honneur. Point. Mensonge? Vérité? Le twist me frappe, et si j'étais la vraie traîtresse, préservant un bien maudit par égoïsme? La lettre d'Élise gît sur la table en teck de la terrasse du condo, les vagues de la Méditerranée rugissant en fond comme un cœur antique. Nice, été 2020, est un mirage, palmier languissant, corps huilé sur la promenade des Anglais, et moi, Claire Duval, veuve de ma propre âme, fixant l'horizon où le bleu se fond dans l'oubli. Le twist qu'elle révèle ce vol ancestral pendant l'occupation, le condo bâti sur des fondations de honte me hante comme un spectre de les âmes mortes. Était-ce ça, le péché originel des Duval? Papa, collaborateur tiède pour survivre, avait spolié un voisin juif, oncle, archéologue de mes deux, l'avait sauvé en le léguant au trésor pour laver la tâche. Moi, en le préservant, j'avais perpétué la malédiction, Élise, en voulant vendre, visait peut-être la rédemption secrète. Je froisse la lettre, la jette dans les flots un geste cathartique, où fut-il? Le téléphone sonne, l'avocat. Affaire close. Les fonds du condo sont libérés, vous pouvez disposer. 2 millions, net d'impôts grâce à la clause publique. Je transfère tout à une fondation pour les descendants de déportés ou ironie suprême, réparant le mal que j'ai ignoré. Mais l'argent ne lave pas, il souille. Seul dans cette villa fantôme, je revisite mes actes, la falsification miroir, les leaks, le témoignage empoisonné. Vengeance ou justice poétique? En France, terre de lumière et d'ombre, les lignes se brouillent comme la brume du Louvre. Des mois passent. La pandémie frappe, confinant le monde, moi, isolé dans mon studio de Montmartre, je deviens une ombre. Les nouvelles d'Élise filtrent, libérée sous bracelet pour bonne conduite, elle s'installe en province, un job anonyme de caissière à Lyon. Pas de revanche, le système l'a broyée, comme il broie les faibles. Un jour, elle appelle, Claire. Je sors demain. On peut parler? Voix brisée, sans fiel. J'hésite, décision controversée, la dernière. Rencontrer le monstre, ou l'ignorer? Nous nous retrouvons au Procope, ce café historique où Voltaire ourdissait ses pamphlets. Élise arrive, vieillie de 10 ans, cheveux ternes, tailleur défraîchi, yeux d'un chat noyé. Merci d'être venu. Nous commandons des cafés, silence pesant comme la Révolution. Elle parle d'abord, regret, thérapie en prison, révélation sur le condo vrai, confirmée par des archives que j'ai vérifiées en secret. Je voulais te dire avant de signer, mais la peur. Marco me pressait. Et moi? Je craque, avouant tout, la Renaissance, les manipulations, le revolver spectral. Je suis revenu pour te détruire, Élise. Parce que tu m'as tué. Ses yeux s'écarquillent choc, puis compréhension. Truc de dingue. Mais je mérite. Pas de larmes, une étreinte maladroite, sororale enfin. Nous parlons des heures, enfance, trahison mutuelle, le cycle vengeur. On recommence? Ensemble, propose-t-elle. Décision finale, oui, mais changée. Je finance sa réinsertion au cours d'art-thérapie, un petit appartement. Elle, à son tour, restitue un bijou volé, symbole de paix. L'automne 2025 approche, 5 ans après ma mort, je vis. Pas heureuse, mais entière. Paris vibre, manifestation contre la loi sécurité, café bondé, scène éternelle. Élise et moi, réconciliés dans la fragilité, visitons le trésor pas pour l'argent, mais pour signer un don final, le legs étendu à des causes juives. Twist ultime, la rédemption n'est pas dans la vengeance, mais dans le pardon, ce luxe français que peu s'offre. Je ferme les yeux au pont des arts, cadenas imaginaire brisé. La vie, seconde chance, est un roman inachevé et dramatique, controversé, tendu jusqu'au bout. Et moi, Claire, je l'écris désormais sans revolver.